à responsabilité qui développent des maladies quand ils partent en vacances. Ça se produit quand ils savent qu'ils vont pouvoir se détendre pendant 2 ou 3 semaines. Ils attrapent un rhume, se sont épuisés et développent même parfois un syndrome grippal. Le corps a donc le pouvoir de repousser le moment de tomber malade jusqu'à ce qu'il puisse se le permettre. Mais une autre raison peut expliquer une baisse de forme au début des vacances, le manque de caféine. On n'y pense pas forcément, mais le sevrage de café a des effets désagréables. Il peut notamment entraîner des maux de tête. On appelle ça la migraine de fin de semaine. Et on retrouve le même phénomène pendant les vacances. Et ce n'est pas tout. De nombreuses personnes ont également du mal à déconnecter. Au travail, elles sont tellement sous pression qu'elles ont l'habitude d'avoir une dose importante d'adrénaline dans leur sang, l'hormone du stress. Lors de leurs premiers jours de vacances, elles se sentent donc souvent perturbées et ont du mal à s'accommoder d'un emploi du temps allégé. Elles ont la sensation de perdre le contrôle et de sombrer. C'est ce qu'on appelle la déprime de la chaise longue. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une sorte de blues de la chaise longue, je préfère ce terme. Un malaise, un mal-être, une certaine détresse. On ne sait pas quoi faire de tout ce temps libre qu'on a devant soi. Mais le grand danger des vacances, c'est la vie à deux. En vacances, de nombreux couples se retrouvent en tête-à-tête pour la première fois depuis longtemps. Les problèmes du quotidien qu'on ignore, faute de temps, deviennent alors flagrants. Merci. Cette proximité inhabituelle peut parfois générer des conflits. C'est un jeu, c'est pour s'amuser. Selon les psychologues, 30% des divorces seraient décidés au terme de vacances ratées. C'était limite, hein. Je remarque qu'il y a souvent du vrai dans ces chiffres. Les vacances, c'est souvent le baromètre du couple. Elles montrent que les gens ne peuvent vraiment plus vivre ensemble, ou bien qu'à l'inverse, c'est le quotidien qui rend la vie commune difficile. Lors d'une thérapie de couple, on conseille souvent de planifier des activités qui correspondent au goût de chacun. Hé, attends! Et autant que possible, de régler les conflits avant le départ. Chérie! Les vacances, juste un mauvais moment à passer? On dit même que l'inactivité en période de congé provoquerait une baisse de l'intelligence. Les vacances ramollissent-elles le cerveau? Il existe un phénomène appelé la privation sensorielle. Cela veut dire que lorsque le cerveau ne reçoit pas d'informations, pas de stimuli, les fonctions diminuent et les connexions s'affaiblissent. C'est tout à fait vrai en cas de maladie. En revanche, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas suffisamment d'afflux vers le cerveau pendant les vacances. Je pense donc qu'on ne peut pas affirmer une telle chose. Ah, enfin une bonne nouvelle! En revanche, il existe des effets secondaires indésirables qui poursuivent le vacancier jusqu'à son retour au bureau. Les scientifiques parlent alors de syndrome post-vacances. Les symptômes, manque de motivation, maux de tête, troubles de la concentration et une grosse sensation de vide. Quand les symptômes physiques et psychiques durent plus de 3 semaines, il est recommandé d'aller consulter un médecin pour s'assurer que tout va bien. Pour remonter la pente, il est également nécessaire de se poser quelques questions. Suis-je satisfait de ma vie? Y a-t-il des choses à changer? La perspective de vacances toutes proches nous rend particulièrement heureux. Mais lorsqu'on rentre, on ne serait finalement pas beaucoup mieux lotis que les collègues qui sont restés au bureau. Alors profitez bien des semaines qui précèdent votre départ en vacances. Après tout, c'est prouvé, ce sont les meilleurs. Histoire de ne pas gâcher la période la plus ensoleillée de l'année et d'éviter les déceptions, mieux vaut donc savoir quel type de vacances vous correspond le mieux. En effet, les scientifiques classent les vacanciers dans différentes catégories. Il y a ceux qui aiment rester actifs pendant leurs vacances. Pour eux, l'important, c'est de se faire plaisir en bougeant. Comme ma collègue Dorte, par exemple. Oui, tout le contraire des adeptes du farniente qui préfèrent passer tout leur temps vautrés sur la plage. Pas vrai, Pierre? Oui, oui. Il y a également ceux qui privilégient des vacances saines et respectueuses de l'environnement. Et puis, il y a aussi ceux pour qui les vacances ne se conçoivent qu'avec toute leur tribu.
Dis donc Pierre, on dirait que là, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. On devrait peut-être poursuivre notre mission chacun de notre côté. Ce n'est pas faux. Alors bonne chance et à plus tard. Ça marche. Ah, dis Pierre, est-ce que tu pourrais mettre à jour notre site internet, vu que tu n'as rien de prévu? Rien de prévu, rien de prévu. C'est pas justement ça les vacances? Alors, pendant que Pierre se relaxe, moi je vais me dépenser. Et comme le vent souffle aujourd'hui, une activité s'impose, la planche à voile. Moi j'adore ça, même si je n'en ai pas fait depuis une éternité. Marion Gamiche, bonjour. Vous dirigez depuis 25 ans une école de windsurf et de kitesurf ici, à Tenerife. Vous voyez donc passer beaucoup de touristes. La façon de passer ses vacances a-t-elle changé? Il y a 25 ans, les gens venaient à Tenerife pour prendre le soleil, pour se détendre à la plage, pour ne rien faire. L'important, c'était de rentrer bronzé, de montrer qu'on revenait de vacances. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens ont davantage tendance à se tourner vers les activités sportives. Comment se fait-il que les vacances actives aient pris tant d'importance? Probablement parce que dans la vie de tous les jours, les gens sont soumis à un stress intense. Après avoir passé des mois derrière leur bureau, ils aspirent à faire quelque chose de totalement différent, à être en contact avec la nature, à faire du sport dans le vent, dans les vagues, à passer du temps au soleil, sur la plage. Ça leur permet de déconnecter et de se détendre. Oui, il existe des vacanciers sportifs. Mais en vacances, on peut aussi se rendre utile. Un véritable paradis pour les vacanciers. L'île de la Gomera aux Canaries. Du soleil, une eau cristalline, des plages de rêve. L'idéal pour se reposer, prendre du bon temps et oublier le quotidien. Ces hommes et ces femmes sont certes en vacances, mais leur programme est un tantinet différent. Bonjour, bienvenue à Océano. Je suis ravie de vous accueillir dans notre excursion de collecte des déchets. Une collecte de déchets? Vous avez bien entendu, la plongée et le surf, c'est pour les autres. Ces vacanciers se sont fixés une toute autre mission. Nous allons passer les 3 ou 4 heures qui viennent à traquer les détritus, en particulier les déchets en plastique et les filets. Chaque année, plus de 6 millions de détritus sont jetés en mer. Le plastique coule le plus souvent au fond, mais ce qui reste à la surface peut se transformer en piège mortel pour les animaux marins. Ces collectes ont vu le jour il y a 6 ans à la Gomera, au début de façon sporadique. Mais depuis 2008, chaque mois, une collecte est mise en place par cet organisateur spécialisé dans l'observation des baleines. Un safari un peu spécial. La plupart des participants viennent d'Allemagne. J'ai appris ce que faisait Océano et j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire quelque chose d'utile pendant les vacances. En plus, ça permet d'être en contact avec la nature. Lors de nos dernières vacances, on a vu tellement de déchets, ça nous a vraiment fait de la peine. Dans le Pacifique, la situation est très grave, avec cette immense île de détritus qui dérive. C'est ça qui m'a convaincue de m'intéresser au sujet. Alors quand j'ai appris qu'ici, les gens ramassaient les déchets, je me suis tout de suite jointe au groupe. L'équipe est bien motivée, mais aujourd'hui, la nature a décidé de se montrer sous son jour le plus beau et aussi le plus propre. Pas un déchet à l'horizon. Doucement. Stop. Oh, ce n'est qu'une feuille. Une feuille, ce n'est pas bien méchant. C'est une bonne chose que tout soit propre. Évidemment, ce serait plus sympa si on avait quelque chose à attraper, un peu comme à la pêche. Mais c'est bon signe, ça montre que ce n'est pas aussi sale qu'on le craignait. Pas de déchets visibles. Voilà qui laisse tout le temps aux vacanciers de profiter de leur sortie.
Juliette Tandel, qui dirige l'expédition, a aperçu quelque chose. Voici les dauphins qu'on vient de voir. Ce sont des dauphins tachetés. Vous les avez reconnus à leurs ailerons? On reconnaît ces dauphins à la forme de leur tête. Ils ont également les lèvres blanches et des bosses sur la peau. C'est grâce à ça qu'on peut les identifier. Ils allaient drôlement vite, non? Oui, ils sont tous très rapides. Des dauphins, des températures agréables et un magnifique soleil couchant. À bord, tout le monde est ravi. Une véritable ambiance de vacances. Jusqu'à l'apparition d'un objet non identifié. Là, il y a quelque chose. Là-bas. On va passer sur ce côté. On aura au moins ramassé une bouteille en plastique. Et ce ne sera pas la seule. Au bout de 4 heures de patrouille, la pêche s'avère plutôt bonne. Prise du jour, une serpillière et plusieurs bouteilles en plastique. La mer est propre, mission accomplie. À terre, les choses progressent également, puisque le tri sélectif a récemment été mis en place à La Gomera. Hey, ça a l'air sympa ce qu'elle fait, notre Dorte. Enfin, personnellement, je préfère quand c'est plus tranquille. Lézarder au soleil, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Les vacances. Dis Pierre, est-ce que tu pourrais mettre à jour notre site internet? Oh merde! Pardon. J'ai complètement oublié. Il faut que je m'occupe du site de Xenius. Si seulement j'avais un double qui ferait ça à ma place. Eh ben ça tombe bien, parce que ça existe. Sur Internet, on a la possibilité de se faire remplacer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quelqu'un gère mon compte quand je ne suis pas là. Je peux même choisir qui. Dans un instant, je vais m'entretenir avec la personne qui est à l'origine de ce projet. Mais avant, voyons un peu qui pourrait me remplacer. Salut les zouzous, DJ Perpète, votre social seater est dans la place et il va vous faire gagner un max de temps. Alors si ça vous intéresse... Salut, c'est Kim. J'ai 28 ans et j'étudie la sociologie à l'université de Münster. Alors, cliquez sur Kim. Merci et salut. C'est fou, non? On va voir ce qui se cache derrière ce concept. Henningstam, bonjour. Alors concrètement, comment ça marche? Je vais avoir un social seater comme dans la vidéo que je viens de voir, et il va s'occuper de mon profil? C'est ça. Vous confiez votre profil à un social seater, qui est virtuel en fait. Actuellement, on est en phase de test avec 5 comédiens. On leur a attribué des personnalités et des textes différents.
Il suffit de choisir un de ces 5 personnages. Et c'est cet avatar qui va intervenir sur votre mur en fonction de votre caractère. Il va poster des éléments à partir d'une sélection de textes et laisser des commentaires, dire « j'aime ça » ou pas. Le fonctionnement se fait sur la base d'un algorithme que nous avons programmé. Ça veut dire que c'est un logiciel qui sait précisément ce que j'aime, ce que je posterais si j'étais là et quels commentaires je pourrais faire. Cet algorithme passe au peigne fin les entrées laissées par vos amis sur le réseau et cherche des termes précis, un peu comme un moteur de recherche. Lorsque dans sa recherche, il tombe sur un terme qui correspond au social seater que j'ai choisi, le logiciel poste quelque chose, ou du moins clique sur « j'aime ». Est-ce que c'est conçu pour être sérieux? Pas vraiment, on n'a pas conçu le social seater comme quelque chose de sérieux. Enfin, disons que c'est plus une façon de s'amuser, mais sérieusement. On voit ça comme une sorte d'expérience qui pourrait nous permettre de déterminer si les gens sont prêts à se faire remplacer par quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Et si c'est le cas, comment ils le gèrent et quels sont leurs commentaires après coup. On veut également savoir comment leurs amis réagissent face à ça. Et quelles ont été les premières réactions? Les réactions sont très positives. On a notamment pu observer que les personnes qui se font remplacer viennent encore régulièrement consulter leur profil pour observer les réactions de leurs amis. Évidemment, on se réjouit que les gens aient tous compris qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle forme de répondeur, mais que c'est avant tout pour le fun. Pour l'instant, votre service n'existe qu'en version test. Comment ça va se passer pour la suite? Après, nous allons ajouter les contenus. Le social seater bénéficiera de nouveaux contenus plus actuels et plus intéressants. Peut-être qu'on recrutera des personnalités ou des artistes qui apporteront une plus-value à notre concept. Ce qu'on aimerait, c'est que l'utilisateur trouve ça génial et qu'il en parle à ses amis. Il faut que ce soit suffisamment attrayant et enthousiasmant pour que les gens soient prêts à payer pour ça. Merci beaucoup et au revoir. Se faire remplacer pendant les vacances, voilà un concept qui me plaît. Du coup, il ne reste plus qu'à se détendre et à piquer une tête. Même si je dois avouer que les eaux de l'Atlantique sont un peu fraîches à mon goût. Et pourtant, barboter dans cette mer bien froide peut s'avérer excellent pour la santé. Les côtes de l'île de Sylt au nord de l'Allemagne. Température de la mer, 15 degrés. Mais Monique n'a pas vraiment le choix. Il faut se jeter à l'eau. Monique souffre d'eczéma. J'ai la peau qui tire et parfois ça gratte. Ça me fait mal et c'est désagréable. Et en plus, tout le monde me regarde en se demandant pourquoi je suis toute rouge. La mer pourrait calmer ces démangeaisons. Nos arrière-grands-parents croyaient déjà en ses vertus et effectuaient des cures balnéaires sur le conseil de leur médecin. Ces baignades dans l'eau de mer froide étaient censées leur apporter santé et vigueur. Allez-y, entrez dans l'eau. C'est très bien. Aujourd'hui, le médecin de Monique prescrit des bains de mer froids. C'est ce qu'on appelle la climathérapie. Le vent et la mer améliorent la circulation sanguine et permettent aux muqueuses de lutter contre les infections. La muqueuse nasale est mieux irriguée, par exemple. Quant à la peau, elle profite de la haute teneur en sel qui se trouve dans l'air. Ici, le bain de soleil est surtout un bain de sel. L'air contient d'innombrables petites gouttes d'eau de mer, ce qu'on appelle les embruns, qui se vaporisent sur la peau. Lors de la baignade, 1 à 2 grammes de sel viennent se déposer sur l'équivalent d'1 mètre carré de peau, avec un effet étonnant. Ce revêtement de sel attire l'humidité de l'air vers la peau sèche. Dans le même temps, il extrait les fluides liés aux inflammations et élimine la peau morte. C'est excellent pour les maladies de la peau telles que l'eczéma ou le psoriasis. Le soleil apporte lui aussi sa contribution. Dans l'épiderme, les rayons UV stimulent la formation de protéines qui vont lutter contre l'inflammation. Mais la mer peut également faire beaucoup de bien aux personnes en bonne santé. Dans cet étrange accoutrement, ce promeneur a une mission, contribuer à la recherche. Carsten Stick, expert en climathérapie à l'université de Kiel, observe la scène.
Dans son laboratoire, il teste les capacités physiques des vacanciers en début et fin de séjour. Résultat, après 3 semaines à la mer, ceux-ci sont nettement plus en forme qu'avant, et ce, sans aucun entraînement sportif. La différence, c'est que ces personnes ont fait beaucoup de promenades au bord de l'eau. Ces personnes font-elles du sport sans s'en rendre compte? Pour en avoir le cœur net, le médecin fixe un masque respiratoire et un cardiofréquencemètre sur l'un de ses promeneurs. Ces capteurs mesurent le volume respiratoire, c'est-à-dire le volume d'air inspiré et expiré, ainsi que la concentration en oxygène dans l'air expiré. La différence entre l'oxygène inspiré et l'oxygène expiré peut nous indiquer le volume d'oxygène qui a été consommé. Et de fait, sans forcer le pas, le promeneur consomme 30% d'oxygène supplémentaire et donc de calories que sur un terrain dur. La fréquence cardiaque s'élève à 130, autant que lors d'un jogging. Un phénomène lié à la difficulté de marcher sur du sable et contre le vent. De nombreuses personnes disent que l'air marin fatigue. Elles s'étonnent d'être fatiguées le soir. Je pense en fait que ces personnes bougent beaucoup plus qu'elles ne le font au quotidien. Elles font du sport sans vraiment s'en rendre compte. La recherche le prouve, nos ancêtres avaient bel et bien raison. La mer apporte santé et vigueur. Elle stimule le métabolisme et le système immunitaire. Au bout de quelques mois, l'eczéma de Monique a nettement reculé. Même si aujourd'hui, elle préfère regarder les autres se baigner. Ah, te revoilà. Alors, comment c'était? Génial. Je suis grisée, le vent, les vagues, la mer, tout ça m'a fait un bien fou, un vrai lavage de cerveau. Je sens que j'ai l'esprit libre et que je suis remplie d'énergie. Pareil, je me suis vidé la tête, je me sens totalement détendu. En tout cas, j'ai compris une chose. Les vacances, c'est aussi une question de goût. Absolument. À chacun de découvrir ce qui lui correspond le mieux. Sur ce, tôt ou tard, passez de bonnes vacances. Si vous avez la chance d'en prendre, à la prochaine et restez curieux. Au cœur de la France, dans le Berry, se niche la Brenne, le pays aux 1000 étangs chantants. Visite émerveillée dans un instant. Viva la liberté! Viva la liberté! Et vive le cinéma. Vous êtes des rapaces! En mai, sur Arte, le plaisir de tous les cinémas. Et maintenant, Sophie Marceau nous raconte la France sauvage. Aujourd'hui, la Brenne.
Au cœur de la France, dans le Berry, un grand concert se prépare. Fin mars, les Batraciens fêtent l'arrivée du printemps. Grenouilles, rainettes ou crapauds, chacun possède son répertoire et son instrument. Tous sont des amphibiens, un nom qui signifie double vie, car leur existence est terrestre, mais ils naissent et se reproduisent dans les temps. Leur vie s'organise de part et d'autre du miroir de l'eau. Le concert des Batraciens a réveillé toute la Brenne. Dans ce pays mystérieux, la plus grande variété d'oiseaux voisine avec des mammifères de tout poil. Les étangs de la Brenne sont tous artificiels. Depuis des siècles, ils ont été créés par l'homme pour élever des poissons. Aujourd'hui, les plans d'eau les mieux préservés abritent une étonnante faune sauvage. Comment les animaux évoluent-ils entre le terrestre et l'aquatique? Qui franchit la frontière entre ces deux mondes?